Bonsoir à tous et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir tout Salut le Flo, monde. Comment allez-vous? Ça va. ça va? Eh ben écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler donc littérature en compagnie donc de notre invité du jour. On le rappelle que ce soir, on reçoit donc Xavier Muller pour son livre Octopus aux éditions XO, que je tiens d'ailleurs à remercier hein, puisqu'ils ont accepté ce soir d'offrir un exemplaire broché donc de ce livre par tirage au sort à la fin de cette émission. Donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, merci à toi Sonia, on le voit, donc voilà, en chair et en os. Merci à toi. On rappelle Sonia que tu nous feras une chronique dans quelques instants de ce livre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots? Eh ben, on plonge dans des profondeurs inattendues et qui font froid dans le dos. Eh ben, écoute, en tout cas, avec impatience de t'écouter, et puis on écoutera aussi, bien entendu, l'extrait donc de Marie, hein, on le rappelle, la comédienne de l'émission, qui s'excuse, qui ne pourra pas être avec nous ce soir, mais elle nous a préparé une petite vidéo pour nous parler de cet extrait. Et ensuite, on aura bien évidemment le portrait de Séraphine. Donc Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, de Xavier, sans trop nous en dire, puisque le but du jeu, c'est de découvrir cet auteur. Ce que je peux en dire très brièvement, c'est que c'est un homme très discret. J'ai eu du mal à trouver autre chose que ce qu'il écrit, mais ce qu'il écrit, c'est tellement passionnant que j'ai hâte de savoir justement ce qui met de lui là-dedans. J'ai hâte de comprendre, ses inspirations et heu et ce qu'il est profondément, ouais, j'ai hâte. Eh ben écoutez, Xavier Muller, donc auteur de Octopus aux éditions XO, que je vous propose donc d'écouter tout de suite. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir, donc on l'a dit, pour parler de ce roman Octopus aux éditions XO. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe, puisqu'on est encore au mois de janvier, permettez-moi de vous adresser tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ouais, bah, tous mes vœux aussi, hein, plein de beaux livres, plein de belles chroniques et puis, plein de jolis mots. Ouais, à tous. Voilà, et Bloaves Mad, hein, comme on dit chez nous, et je sais que vous savez de quoi je parle. Voilà. En tout cas, bah, merci à vous. Hein. Donc, je rappelle le principe de l'émission. Donc, vous êtes avec nous ce soir pour parler de votre livre. Beaucoup de questions vont être posées ce soir, je n'en doute pas. Je salue déjà toutes les personnes qui sont présentes. Hein. Je vois que Laurent Alain est là, Tali Bagnères, Dominique Guénin, Roger Hanin. Merci à vous tous d'être là. Mais en tout cas, Xavier, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Xavier Muller? Ouh là, moi je suis auteur de thrillers scientifiques. J'ai écrit Octopus qui vient de sortir aux éditions XO. J'ai écrit, un précédent roman aux éditions XO toujours qui s'appelait Erectus, qui était un one shot à l'origine et qui est devenu une trilogie. J'avais écrit, un autre roman adulte il y a quelques années avant, qui s'appelait Dans la peau d'un autre. Et puis des romans jeunesse avant, j'ai commencé par des romans jeunesse. Hem Et donc il y a un point commun entre tous ces romans, qui est, le vertige de la science, hem et les possibilités, qui retournent le cerveau que je distille à partir de faits scientifiques. Mon premier métier en fait, c'est journaliste scientifique. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé, comme journaliste indépendant. J'ai travaillé pour, Science et Vie par exemple, pour La Recherche, pour un tas de revues et hem et heu et voilà, je suis un passionné de sciences et j'adore le vertige que les sciences peuvent procurer je crois que ça nourrit mes romans et ce que j'essaie de faire dans mes romans qui sont des thrillers qui sont là pour titiller le lecteur et puis pour le faire frissonner, c'est qu'une fois qu'il a terminé le roman, il puisse se dire: «Tiens, mince, ça peut arriver». Donc faire peur au lecteur, avec des menaces qu'il n'a pas inattendues, qu'il n'a pas qui vont le surprendre, qui vont le prendre par surprise et en même temps que ça soit étayé et que tout soit crédible. Heu
réaliste et crédible, même si, évidemment, je pousse les potards assez loin. Voilà. Eh ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour cette présentation et je vois déjà un commentaire qui nous dit déjà thriller scientifique, ça m'intéresse, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet univers? Qu'est-ce qui vous passionne dans le côté scientifique? Heu, En fait, quand on s'intéresse aux sciences, hem, de près et moi j'ai fait un doctorat, j'ai fait de la physique au début, mais quand on est journaliste scientifique, on est amené vraiment à s'intéresser à tout. Donc j'ai écrit sur le cancer, j'ai écrit sur les maths, j'ai écrit sur l'espace. Vraiment on tire dans toutes les directions. Hem, En fait, on ne cesse d'être émerveillé et d'être chahuté par des choses. Je suis un grand amateur de science-fiction aussi à la base. J'ai été biberonné aux aux grands classiques de la science-fiction, que ça soit au cinéma ou en littérature et hem et en fait, la réalité vraiment dépasse la fiction. C'est un lieu commun de dire ça, mais en science, c'est vraiment le cas. Et donc, je sais pas, pour vous donner un seul exemple, quand vous prenez la mécanique quantique, heu et quand vous regardez les possibilités qu'on découvre en mécanique quantique, c'est juste incroyable. Si vous prenez 2 particules qu'on appelle intriquées, qu'on dit intriquées, c'est-à-dire c'est des particules qui sont comme des amoureux, une fois qu'elles sont entrées en contact, ensuite elles sont plus jamais les mêmes et elles forment une paire, hem, qui va garder la trace de l'autre à vie. Cette influence-là, entre les particules, heu dure, persiste, y compris lorsque vous les séparez, de millions d'années-lumière, lorsque vous les mettez d'un bout à l'autre de l'univers. Donc elles continuent de partager une intimité, élémentaire, heu qu'on sait toujours pas expliquer, mais qui est juste fantastique. Donc là, on n'est pas dans le roman, on est vraiment dans la science et donc mélanger le vertige du roman, le vertige romanesque avec toute la mécanique du suspense, hem, la mécanique de l'horreur parfois, parce que j'aime bien flirter avec l'horreur et puis ce vertige de la science. Heu, c'est juste, génial, hein. C'est juste, pour un auteur, c'est juste renversant, en fait. On a l'impression, on se prend un peu pour Dieu, hein, à faire, à mélanger des choses dans des éprouvettes et puis à regarder si ça explose à la fin et puis il y a une autre dimension, c'est qu'on réalise des fantasmes. Par exemple, dans Erectus, dans Erectus, j'imaginais qu'un virus qui fait régresser les espèces. C'est-à-dire que les loups redeviennent les chiens redeviennent des loups, les baleines des mammifères terrestres et puis les hommes des êtres préhistoriques et les Homo erectus du titre. Et tout ça, j'ai une héroïne qui est paléontologue qui l'avait prédit et qui va partir sur la trace du virus, avec l'OMS pour évidemment, tenter de l'arrêter avant qu'il contamine toute l'espèce humaine. Et pourquoi j'ai écrit Erectus? Avant tout pour réaliser un fantasme qui est de rencontrer des créatures préhistoriques. Alors hélas, on dispose pas de machines à voyager dans le temps, donc on pourra jamais aller à la rencontre. Enfin, faut jamais dire jamais en science, mais a priori, ça va être compliqué quand même, hein, un petit peu de revenir 2 millions d'années en arrière. Mais, hem, mais, voilà, avec ce virus qui ressuscite des gènes endormis ou qui réveille des gènes endormis en nous hem et qui ressuscite des espèces, c'est nos lointains aïeuls qui ont 2 millions d'années, bah, finalement, je réalise un fantasme, quoi, de les voir, de les toucher, de les faire parler, des de les faire s'émouvoir, de les faire, s'exprimer et cetera, d'aller à la rencontre de cette, époque révolue. Donc voilà pourquoi j'écris, pourquoi je m'adosse à la science, parce que c'est à la fois des fils narratifs,
et à la fois, un terrain, une scène de théâtre ou un écran de cinéma sur lequel on peut projeter un peu tout ce qu'on veut, en fait. Enfin, on peut projeter beaucoup de choses, en fait. Depuis t Merci à vous. Donc, pardon. Bon. Non, depuis tout à Je l'heure, t'en je vous prie. entends dire le mot vertige. C'est tout le temps en hauteur et de ça, alors que dans Octopus, on plonge mais dans les profondeurs de l'océan. C'est angoissant, c'est stressant et du coup, mais là, c'est carrément très profond en fait. C'est tout l'inverse de ce que vous dites avec le vertige et tout, et c'est vraiment l'opposé complet, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est l'ivresse des profondeurs là, pour le coup mmh, et ça. mais heu, mais en fait, il y a vraiment, il s'avère que je plonge aussi un petit peu en bouteille et ce que j'ai dû faire un petit peu pour me documenter pour Octopus, mais on ressent un véritable vertige sous l'eau. Hem, C'est-à-dire la peur du vide qu'il y Mmh. a sous nous. Donc c'est pas du vide absolu, c'est de l'eau et voire parfois de l'eau un peu en Bretagne, de l'eau pas forcément très claire tout le temps. Mais il y a vraiment ce sentiment quoi, du vertige au sens propre en fait. Voilà, et Et il y a un d'ailleurs, nom il y a spécifique pour ça, hein. Parce que je sais que mon fils s'était renseigné parce qu'il a peur quand il va en mer, parce qu'on habite en Bretagne aussi du coup, et il ouais, a peur en mer quand il voit pas le fond en fait, et du ouais. coup, c'est ce qu'il dit, mais il s'était renseigné sur internet et il y a un nom, mais je sais plus comment il m'a dit, ça s'appelle, il y a un nom, vraiment, spécifique pour ça, pour les gens qui ont peur quand ils voient pas le fond en fait, de dans l'eau quoi en fait. Donc, Ouais, tiens, ouais. c'est Justement, il y a une question vachement intéressante de Dominique Guénin que je salue qui nous dit: J'aime aussi personnellement beaucoup la science et la science dans l'écriture, mais j'ai une question pour Xavier. Que pensez-vous du fait que de nombreuses avancées scientifiques sont souvent détournées à des fins militaires? Ouh là, part dans le dur, hein. Vous Ouais, avez 2 heures, hein, comme dirait j'ai Séraphine. 2 heures. Hem, c'est un, c'est un débat, quand on est scientifique, c'est un débat presque qui n'existe pas parce que, c'est deux territoires qui sont bien distants, la science et puis les applications industrielles et et les applications industrielles militaires. Donc, une façon de vous répondre, c'est que moi, je suis du côté de la science pure et c'est-à-dire j'ai travaillé dans des laboratoires de recherche où on faisait de la science fondamentale. J'ai travaillé sur de l'hélium superfluide qui s'écoule à qu'on une fois qu'on le met à 2 degrés absolus, donc à -271 degrés Celsius, et ben il s'écoule sans frottement. Et il est capable de remonter sur des parois, c'est quelque chose d'assez magique. Donc là, on est loin des applications militaires et c'est ce qui fait la beauté de la science fondamentale en tout cas. Après, qu'il y a des applications militaires à des découvertes, à des théories scientifiques, hem, ça dépend un peu de la perception que vous avez du monde et puis est-ce que vous autorisez des armées finalement, hein, si on pousse le bouchon comme ça. Hem, les scientifiques sont pas responsables des applications, quelle que soit la découverte, quels que soient les champs de recherche. Toujours difficile de dire: «Voilà, faut pas travailler là-dessus parce que il faut», enfin si c'est le sens de sa question, hein. «Il faut pas travailler sur tel sujet, parce que ça peut être détourné à des fins militaires». Prenez n'importe quel, outil, de la vie quotidienne. Un couteau, une fourchette, pour en faire une arme. Donc c'est pareil pour les faits scientifiques. Après, moi je jette pas la pierre aux chercheurs qui développent des technologies militaires, que ça soit dans des labos publics ou, enfin civils ou militaires. Parce que, je sais pas, il faut des satellites militaires, il faut de la défense, il faut, enfin bref. C'est un champ qui est un peu éloigné de ce que j'écris moi, hein. Mais voilà, je sais pas, je sais pas si ma réponse le satisfait, mais j'ai pas grand chose en fait à dire sur le sujet à vrai dire.
Non, mais en tout cas, bah, merci à vous parce que c'est assez intéressant de vous écouter, hein. Donc, on le rappelle que vous êtes avec nous pour parler donc, de ce livre, Octopus, aux éditions XO Éditions. Donc, comme vous l'avez dit, après le succès d'Erectus, effectivement, vous revenez avec ce nouveau livre. Où, en fin de compte, si je me souviens bien, dans Erectus, c'était plus justement l'être humain que vous vouliez mettre en avant. Là, c'est plus les animaux. Si les animaux devenaient vraiment intelligents. Sonia aura l'occasion de nous le chroniquer dans quelques instants. Mais vous parliez tout à l'heure de fantasmes, justement, que le scientifique, il aime peut-être rendre l'invraisemblable, pardon, réel. Et il y a une question intéressante de Laurent qui serait, quel serait votre plus grand fantasme, Xavier? On reste dans le champ de la science là, hein, on est d'accord. Euh, On est d'accord. je, je crois qu'aller voir des hommes préhistoriques, ça serait pas mal. Je crois que donc soit c'est ce que je disais tout à l'heure, soit vous m'offrez une machine à voyager dans le temps et puis là, voilà, je sais direct à quelle époque je tourne le curseur de l'horloge de destination et donc c'est voilà, c'est moins 5 millions d'années, moins 7 millions d'années, enfin peu importe jusqu'à la période où on s'est différencié des chimpanzés. Ça, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblaient et puis comment réagissaient les hommes à cette époque-là. C'est vraiment un truc qui m'obsède un peu. Hem, après, 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 c'est plus des réponses abstraites, théoriques. Mes fantasmes, c'est c'est qu'est-ce qu'il y avait, avant le Big Bang? C'est, c'est c'est de quoi est fait vraiment l'étoffe la plus intime de l'univers, avec les questions de matière noire, d'énergie noire et cetera et je balance des mots comme ça, mais c'est des mots avec lesquels tout le monde est un petit peu familier, tout le monde sait sans forcément savoir ce que c'est, mais tout le monde sait qu'il y a des mystères et bah, la clé de ces mystères-là, moi, ça m'intéresse et j'aimerais bien savoir et puis ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, à midi, j'écoutais un podcast qui parlait de ce que je vous disais de l'intrication quantique. Cette espèce de magie, voilà, qui permet à de la matière, à de l'information de passer instantanément et de traverser l'univers. Bah, ça, on comprend pas, bah, ça, j'aimerais bien le comprendre et c'est des trucs, voilà, moi, parfois, j'y pense en m'endormant le soir, alors que je fais rien là-dessus. J'ai aucune activité littéraire ou quelle qu'elle soit liée à ça, mais c'est le soir, quand je m'endors, parfois, je réfléchis à ça, j'écoute des podcasts et ça, voilà, ça m'obsède, quoi. Ça m'obsède. Chacun ses obsessions, hein. Bien sûr, hein, bah, Sonia, on sait qu'elle a des obsessions aussi, il n'y a aucun problème. C'est ça. Euh, Ce que je vous propose, moi, c'est de regarder la bande-annonce donc, de votre livre Octopus, et ensuite, vous nous en parlerez plus en détail avant d'écouter la chronique de Sonia. Donc tout de suite, on le rappelle, la bande-annonce de ce livre Octopus aux éditions. Voilà, donc Octopus en librairie donc depuis le 31 octobre donc, de ces 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Xavier, sur ce livre? Alors, Octopus, de quoi ça parle? Alors, je me pose la question: et si l'intelligence de tous les animaux augmentait subitement? Donc c'est le point de départ de l'histoire, une espèce de super planète des singes où toutes les espèces ont vu leur QI booster et quelle espèce va en bénéficier le plus? Bah, c'est celle qui possède non pas un ni 2 ni 3 mais 9 cerveaux, c'est les poulpes et donc on va avoir, l'une des conséquences secondaires du phénomène, c'est de rendre ces poulpes non seulement super intelligents, mais aussi, géants. Donc le roman commence, aux Bahamas, alors que des scientifiques découvrent, un signal, intelligent au fond d'un cénote, une espèce de grande grotte, sous-marine verticale
Et peu de temps après, il y a un coming out aux quatre coins de la planète de pieuvres géantes et savantes et qui vont au contact de l'humanité, voilà. Et alors évidemment, ça se fait pas sans dégâts et la grande question, c'est qu'est-ce qu'elles nous veulent? Est-ce qu'elles nous veulent du bien? Ouais. Quel est le message qu'elles semblent nous émettre à travers leur peau, à travers un clignotement qui s'affiche sur leur peau? Et tout ça, mon héroïne qui est une biologiste qui dirige un zoo marin, sur l'île de Saint-Thomas dans les Caraïbes, qui s'appelle Margot Klein, va essayer qui est une spécialiste des dauphins, de la communication chez les dauphins et elle va essayer de le deviner avant que ça tourne à la catastrophe. Voilà Octopus. Eh bien, écoutez, un livre à découvrir, hein, donc aux éditions XO. Et je rappelle hein, que XO a accepté d'offrir un exemplaire broché ce soir, par tirage au sort à la fin de cette émission. Donc encore une fois, donc merci à vous Xavier d'avoir accepté notre invitation, mais aussi à XO Édition d'avoir accepté de nous offrir ce livre. À vous, lecteurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Et justement, il y a une question intéressante de Tali qui demande, ce livre, qu'on le rappelle, et qui est un thriller scientifique, il convient à partir de quel âge? À partir de l'âge où on apprend à lire, je pense. Non, je pense qu'on peut le lire à tout âge. Évidemment, ça fait peur par moment, donc à vous de décider si vous mettez quelques pages un petit peu stressantes dans les mains de votre enfant. Mais non, je pense que j'ai des copains qui l'ont lu à leur gamin quel âge il a? Il a 10 ans, 11 ans et qui était juste, accro à l'histoire, qui attendait le lendemain impatiemment pour attendre la suite. Et donc j'ai un autre fils de copain qui l'a lu à 14 ans, qui était pareil, qui était passionné. Donc voilà, donc si votre gamin aime les thrillers, aime la science ou aime le monde marin, bah, vous pouvez lui mettre entre les mains sans problème. Je vois Sonia, quand vous dites ça, qui secoue la tête. Alors, on Oui, sait parce qu'elle que a mon adoré fils le a lu livre. le résumé et il fait je veux le lire, hein. Il a 14 ans, donc voilà. Ah bah, d'accord. Eh ben C'est pour écoute, ça. Sonia, ce que je te propose, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire sur la présentation donc, de ce livre Octopus avant Non, d'écouter ta pas pour chronique? l'instant. Pas du tout. Eh ben écoute, on lance ton jingle et nous t'écoutons. Juste pour rappeler, on rappelle Pardon. qu'on peut juste pour rappeler que tes chroniques, on peut les retrouver donc sur Sonia Beta Lectrice sur Facebook et sur Sonia Croqueuse de Livres sur Instagram. Et que Voilà. tu nous fais la chronique donc de ce livre Octopus aux éditions Octopus. XO. Nous t'écoutons. Voilà. Quand des singes kidnappent des bébés, que des poulpes géants et des pieuvres géantes ouvrent un sous-marin en deux, quand des panthères arrivent à s'échapper d'un zoo grâce à leur urine, et quand un perroquet détient un langage plus évolué qu'un perroquet lambda, on peut se dire que notre monde futur ne va pas être un havre de paix. Comment la biologiste Margot Klein, spécialiste du langage animal, va essayer d'apporter une réponse à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire les animaux sont-ils en train de devenir plus intelligents que les êtres humains? Mais celle-ci va-t-elle y parvenir avant qu'il ne soit trop tard? Et surtout, que nous vont-elles? La NASA, pour qui elle a travaillé un temps, fera-t-elle quelque chose? Plein de questions et si peu de réponses. À travers un décor angoissant, comme dans les profondeurs d'un océan, on s'aperçoit que nous sommes peu de choses dans ce monde. Une intrigue bien ficelée, avec une histoire qui se lie à un rythme effréné. Xavier a su me faire plonger en apnée dans les eaux profondes et froides, regorgeant de pieuvres, de requins, d'orques et d'animaux aussi effrayants que fabuleux. Juste entre nous, j'ai adoré le passage où l'on apprend pourquoi Emma est restée de longues minutes face à face avec la journaliste. Entre fiction et anticipation, il n'y a qu'un tout petit pas et cela fait froid dans le dos. Merci beaucoup Sonia pour cette chronique de Octopus aux éditions XO, dont on rappelle un exemplaire est à gagner ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Xavier, sur cette chronique? Eh bah, merci, je suis content que ça vous ait plu. Le petit moment que vous avez souligné, la rencontre avec Emma, la fameuse Emma, qui est une dauphine, qui est une femelle dauphin, en fait, et ce passage-là, c'est un passage que j'aime bien, moi, en tant qu'auteur.
Et c'est un moment, c'est une scène assez claire, c'est une scène tout à fait réaliste. C'est une scène, en fait, c'est une scène qui se tient au début du roman, qui est dans les Caraïbes, donc, où Margot Klein tient son zoo marin, et les dauphins qu'elle étudie, en fait, sont à l'intérieur d'une baie. Donc, ces dauphins qui sont en liberté, et elle les connaît tous très bien à force de les étudier, elle leur a donné des noms, mais elle connaît leur personnalité à tous. Quand l'aventure démarre avec Margot, en fait, emmène une journaliste new-yorkaise voir la réalité de son travail sous l'eau. Et il y a donc ce dauphin, cette femelle dauphin, et Emma, qui vient au contact de la journaliste et qui se fige devant le ventre de la journaliste, et qui l'inonde d'ondes de clics, comme ils font, vous avez déjà entendu ça dans les films, ils font comme ça. Et c'est ni plus ni moins qu'un sonar, ça leur permet de se repérer dans l'espace et puis de sonder l'intérieur de la matière, littéralement comme une échographie. Et c'est justement ça qu'elle fait. Elle est en train de pratiquer une échographie sur la journaliste, et elle va découvrir que la journaliste, en réalité, est enceinte. Et le faire comprendre, d'une façon, d'une certaine manière, ensuite, aux humains, à Margot, et puis à la journaliste. Donc ça, par exemple, c'est voilà, donc ça, c'est l'une des premières scènes du livre, et c'est une scène que j'ai inventée, mais que j'ai inventée en m'inspirant d'une histoire qu'on m'avait racontée. Et j'ai appris à plonger à La Réunion, et là-bas, j'ai rencontré un gars qui avait beaucoup plongé au milieu de dauphins, en fait, qui amenait des gens voir des dauphins. Et c'est lui qui m'a raconté que euh, les dauphins étaient capables, avaient cette capacité avec leur scan, avec leur clic, de sonder l'intérieur d'un corps, et éventuellement de voir si une mère portait un bébé dans son ventre. Donc cette histoire, je l'ai retenue, et c'était du pain béni pour mon roman. Et hem et hem et je l'ai utilisé, bon, parce que c'est une belle scène, et puis c'est une scène chargée d'émotions, quoi. Un dauphin, un animal qui révèle la grossesse à une femme, voilà, parce que le personnage l'ignorait, en fait, qu'elle était enceinte. Donc c'est une scène assez émouvante, et puis c'est une scène qui met vraiment en lumière toute la différence de notre intelligence, c'est-à-dire nous, animal terrestre, qui sommes le fruit de l'évolution d'une évolution sur les continents, et puis cette espèce qui est, elle, marine, et avec lesquelles on a du mal à communiquer véritablement, même s'il y a des échanges, même si on arrive mutuellement à se faire comprendre sur certaines choses, mais dont l'intelligence est toute dirigée vers la maîtrise de son environnement, elle, qui est le milieu aquatique. Et donc dans cette simple scène, vous voyez vraiment à la fois le fossé qui nous sépare, et qui est pourtant simple, en fait. On a vécu dans des endroits dans des milieux différents, et en fait, ça a creusé un fossé entre nous, qui va être un petit peu, voilà, que mon personnage et que l'espèce humaine, d'une façon plus générale, va chercher à combler. Alors pas avec les dauphins, mais à l'égard des pieuvres, ensuite, quoi. Donc voilà, cette scène, je l'aime bien parce qu'elle est jolie, et parce qu'elle est un petit peu emblématique du livre. Et justement, il y a une question, bon, il y a pas mal de questions qui arrivent. Juste une petite remarque de Despace Atlantis, bonsoir, qui nous dit: Monsieur Muller, un petit détail, ce fameux Otto Masterton, en référence à l'écrivain de romans d'horreur, mais je suppose que cet Otto pourrait avoir été un proche parent d'Erectus, mais je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Oui, alors c'est le fameux Otto, c'est juste une référence à mon père. C'est aussi aussi simple que ça, à mon père. Et puis Masterton, c'est bien vu, c'est effectivement une référence à l'écrivain d'horreur. Donc ça fait partie de voilà des quelques, hem
l'écrivain Masterton, c'est un écrivain d'horreur qui est qualifié un petit peu d'écrivain de série B, quoi, comme on pourrait dire pour les films. Hem mais il y a toujours des trucs sympas à prendre dans cette littérature-là, quoi. Et puis mon père, c'est une référence à mon père et puis aussi c'est le prénom de mon grand-père, en fait. Donc on est toute une lignée de Otto. Otto, c'est mon deuxième prénom parce que je suis d'origine, du côté paternel d'origine allemande et en fait, je leur dois un petit peu à mon père l'amour de la littérature de la science-fiction et puis à mon grand-père l'amour de la science. Donc en fait, il y a de l'ADN un petit peu familial dans tout ce que je fais et voilà, dans ce roman en particulier, donc c'est un petit hommage. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup, Space Atlantis, pour cette remarque. Et une question de Laurent qui nous dit: comment les animaux pourraient-ils réagir s'ils se rendaient compte qu'ils sont souvent plus intelligents que l'homme? Ah ça, c'est l'une des grandes questions effectivement, ouais. C'est c'est, heu, c'est de se mettre à leur place et puis, est-ce que, alors là, on parle pas de science-fiction, on parle de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Là, on n'est pas en train d'imaginer qu'est-ce qui se passerait s'ils devenaient plus intelligents. Heu, on est simplement en train de se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon chien, qui est juste là, qui dort à côté de moi en ce moment même. Quand il voit que je comprends pas ce qu'il veut. Et donc quand il essaye de communiquer des choses, quand il aboie parce que voilà, il aboie pour une raison que j'ignore. Parfois je sais pourquoi il aboie, mais il aboie parce qu'il est frustré, parce qu'il veut sortir dehors, parce que, il y a un autre chien qui lui plaît pas qui arrive, parce que, bon bref, il y a 36 raisons, mais parfois il aboie alors que je sais pas. Donc est-ce que dans sa tête, il est pas en train de se dire, «Mais qu'est-ce qu'il est con lui? Qu'est-ce qu'il est con? Pourquoi il comprend pas?» Pourquoi il comprend pas ce que je lui raconte? C'est pourtant clair, c'est évident et alors voilà, je dis que c'est toute la question parce que c'est toute la question du monde intérieur des animaux et qui est un des thèmes du livre évidemment et dans le livre, il y a une autre scène qui reflète ça, ces questionnements. C'est une scène aussi avec un chien qui met en scène un border collie qui s'appelle Chaser et qui est le chien de l'héroïne, Margot. Et donc Margot revient de sa journée de travail fatigante le soir. Chaser accourt et puis lui demande de jouer. Margot lui dit non, non, je suis fatigué, donc fiche-moi la paix. Chaser revient à l'attaque, c'est toujours non de la part de Margot. Et à ce moment-là, Chaser se dirige vers l'autre petit buzzer qu'il a à disposition au sol. C'est Margot qui lui a appris à communiquer avec des buzzers. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça. Que ça soit en matière de recherche, mais aussi chez les particuliers. Donc c'est des buzzers comme dans les jeux, à la télé et bam et qui s'éclairent lorsque, un chien appuie dessus et qui émet un petit bip c'est pas tellement difficile d'associer un buzzer à, à un message. Par exemple, si le chien a soif, il va vite comprendre qu'il doit appuyer sur tel buzzer. Enfin, si on lui apprend, il va vite comprendre que si il appuie sur tel buzzer, ça veut dire: «J'ai soif». Si il appuie sur notre buzzer, c'est: «Je veux sortir», et cetera. Mais on peut lui apprendre davantage que des besoins élémentaires. On peut lui apprendre aussi des choses plus complexes et donc dans le roman, le chien de Margot, heu, clique sur plusieurs boutons et à la fin, ça fait la phrase, «Moi triste, moi pas aimé, toi». Et alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pas inventé, que j'ai tiré de véritables expériences que il y a une chercheuse américaine qui a été connue pour ses travaux sur les border collies, les chiens de berger, qui a vécu le même genre un petit peu de réaction de son chien et qui non seulement était capable de lui transmettre une émotion, en l'occurrence là, c'était de la tristesse, mais en plus qui a été capable de lui, d'exprimer quelque chose
qu'on pourrait croire un petit peu spécifique à l'humain parfois, qui a un peu cette petite méchanceté, qui est que quand on est frustré ou quand quand on est, déçu de quelqu'un ou quand on est en colère, quand on enfin mécontent de quelqu'un, on va tourner ce mécontentement en méchanceté et donc en disant, voilà, lors d'une dispute, on va affûter ses armes et balancer des choses un petit peu, tourner des faits pour être désagréable envers la personne. Voilà, donc cette petite méchanceté. Et là, son chien, c'est exactement ça qu'il avait exprimé. C'était sa frustration avait généré de la méchanceté en lui, qui était pas méchante, qui était pas: «Je vais te mordre» et cetera, qui était juste: «Tiens, je te dis que je ne t'aime pas parce que le fait que de te dire que je ne t'aime pas, bah, je sais que ça va te blesser». Donc donc là, c'était tout un monde qui s'ouvrait à cette chercheuse, à travers cette réaction toute bête de son chien et surtout le fait qu'il ait pu l'exprimer grâce à, voilà, ce système de communication très très rudimentaire, quoi. Des buzzers, c'est vraiment, bête comme chou et la cette chercheuse et puis Margot dans le roman, a accès à un monde intérieur vraiment qui était insoupçonné. Même moi qui est un j'ai un chien et je sais qu'il est traversé par des émotions, je sais qu'il est traversé par des émotions parfois contradictoires et je sais que mon chien, il se montre hyper jaloux, par exemple, quand j'embrasse ma chérie et que ça lui plaît pas parce que voilà, il se transforme en brigade des mœurs et qu'il faut tout de suite parce il y a qu'un être vivant, sous le toit qui peut bénéficier des câlins, bah, c'est elle et personne d'autre. Donc il y a je sais que mon chien est animé comme ça de sentiments un petit peu, qu'on croirait humains, mais en fait non, non. Mais par contre, j'ai été stupéfait en lisant ces expériences, en constatant qu'en fait, il se passait énormément de choses dans leur psychisme et et que si vraiment un jour on disposait d'un traducteur universel humain-animal, donc ça serait humain, dauphin, humain, chien, humain, faudrait évidemment, c'est comme autant de langues, quoi. Il y a aussi des dialectes chez les animaux, donc il faudrait, faire un traducteur non seulement, en français-anglais, mais en français-anglais des États-Unis ou en français-anglais d'Angleterre, quoi. Ou en français, québécois, par exemple. Donc il faudrait vraiment être très spécifique vis-à-vis des animaux auxquels on s'adresse. Mais imaginez qu'on puisse leur tendre un micro comme ça avec un traducteur Google, bam, et ça serait génial et il y aurait des ils auraient des enfin, vraiment, on découvrirait tout. C'est comme si on découvrait une nouvelle galaxie avec des extraterrestres et c'est pour ça que je mets la NASA finalement dans l'histoire et parce que pour moi, à mon sens, communiquer avec les animaux, si on y parvient un jour, c'est l'équivalent de communiquer avec une race, avec une espèce extraterrestre. Pour moi, c'est vraiment à mettre, au même niveau presque. Et Voilà. il il y a souvent le débat, est-ce qu'on préfère l'espace, est-ce qu'on préfère les fonds marins? Quelle est votre préférence, vous, personnellement? Pas de préférence, j'aime les 2. J'aime les 2 et puis il y a vraiment comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le vertige de l'espace et puis l'ivresse des profondeurs. Mais regarder un ciel étoilé, un soir d'été, heu, c'est pour moi équivalent à regarder, le fond de la mer, quand la mer est cristalline, quoi. Il y a cette même beauté. Alors là, on parle pas de science ou peut-être que je trouve ça beau parce qu'il y a de la science derrière qui me parle ou parce qu'il y a des mais sans parler de science, il y a une espèce de ouais, c'est la beauté de l'inconnu, c'est la beauté, c'est ce qui nous attire dans l'espace, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça nous attirerait moins si c'était juste un papier peint, sur le plafond de notre chambre. On sait que c'est loin, on sait que c'est quasi infini et ça exerce sur nous une forme de magie, de fascination, quoi.
Alors après, pour reboucler avec ce que je vous disais tout à l'heure, depuis les années 60, il y a un organisme qui essaye de décrypter, de trouver des signaux extraterrestres un peu qui écoute le ciel et qui est, à la recherche de signaux extraterrestres, c'est le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche pour l'intelligence extraterrestre. Et en fait, ces gars-là, une partie d'entre eux s'intéressent au langage animaux maintenant, et notamment langage, et donc un langage de créatures aquatiques, que ce soit les dauphins ou les baleines. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une similitude dans en fait, c'est comprendre ce qui est, comprendre ce qui nous paraît a priori comme étant pas de l'ordre du langage. C'est-à-dire, quand on brandit des antennes vers le ciel, il y a des tas de signaux, en fait, qui nous arrivent et qui peuvent être des signaux physiques venant d'étoiles à neutrons qui sont en train d'exploser ou de trous noirs qui sont en train de fusionner. Et donc, et puis il y a nos propres émissions, et dans ce brouhaha électromagnétique, heu essayer de tendre l'oreille et puis d'essayer de percevoir quelque chose d'intelligent à l'intérieur, c'est exactement le même problème finalement que lorsque vous immergez au milieu, heu, d'un d'un banc de dauphins, et que tout ce que vous entendez, c'est des clics, des clics, clics, clics ou des sifflements qui a priori n'ont pas de sens. C'est si je vous mets dans une fête techno boom, où le son des basses, et puis, les paroles des danseurs, des gens qui sont à côté de vous se mêlent, vous comprenez rien, et pourtant il y a du sens à tout ça. Donc écouter le ciel, écouter la mer, c'est un petit peu la même chose, et pour moi, c'est la beauté d'écouter les autres, quoi, de chercher les autres, d'essayer de comprendre les autres. C'est passionnant de vous écouter, hein. Merci à vous. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez travaillé pour le journal Science et Vie. Vous avez dit que vous habitiez en Bretagne, entre terre et mer. Est-ce que tout cela vous inspire? Et où vous trouvez votre inspiration? Alors d'habiter en Bretagne, oui, forcément, parce que ça m'a donné l'occasion de plonger, donc aller à la rencontre de ce monde marin que je décris un petit peu dans Octopus. Et là, j'ai pas rencontré de pieuvres en Bretagne, parce qu'il y en a pas beaucoup, même s'il y en avait beaucoup à une époque, à la première moitié du XXe siècle, mais il y en a depuis l'hiver 54, le fameux hiver 54, qui a été très, très froid. En fait, elles sont quasiment, toutes mortes. Enfin, depuis 2 ans, depuis 3-4 ans, il y a un petit regain. Il y a eu même des pêches miraculeuses dans le sud de la Bretagne, où des pêcheurs, en l'espace d'une semaine, remontaient pour, toute une année de chiffre d'affaires quasiment grâce à des pêches miraculeuses de poulpes. Donc il a fallu que j'aille dans le sud de la France pour avoir des poulpes en plongeant. Donc, ouais, le milieu marin est vachement présent en Bretagne, donc j'habite en bord de mer, j'habite, dans le nord de la Bretagne, et où la mer est non seulement enfin là, hein, je veux dire, et puis en plus elle est un peu démontée. Enfin, je vous dis ça parce qu'en ce moment là, je suis dans le je me suis pris une résidence dans le sud de la France, et je suis aussi au bord de mer, mais de la Méditerranée. Et la Méditerranée, une mer, même si elle est magnifique, elle est plus sereine, elle est plus, elle est plus calme, et donc peut-être inspire moins des émotions épiques comme ça, que celles que je décris, que je mets en scène dans le livre. Mais je Dans reviens la sur les Méditerranée. pieuvres. Pardon, je reviens sur les pieuvres parce que mes beaux-parents habitent sur l'île de Groix, à côté de Lorient, et ça fait 3 ans où ils ont quasiment plus de pêche. Je vois tout ce qui est maquereau et ça, parce que ils sont envahis de pieuvres, en fait. Les pieuvres mangent tout. Ils remontent que des pieuvres, ils remontent aucun poisson autrement, et les araignées, ils ont eu énormément de mal aussi depuis 2 ou 3 ans à en avoir, et c'est impressionnant. Ils disent, je crois que c'est la première fois depuis qu'on habite sur l'île qu'on voit ça, quoi. Donc, il faut peut-être se méfier, en fait. Votre livre, il est peut-être
pas si loin quand même que la réalité. Et c'est des petites pieuvres, hein. Imaginez que si c'était des pieuvres géantes du Pacifique C'est ça. qui peuvent faire 6 mètres de diamètre. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez, ça me fait une très belle transition, ce que vous venez de dire, pour lancer justement l'extrait donc de Marie. Donc on rappelle que Marie est la comédienne donc, de cette émission, qui s'excuse, qui ne peut pas être avec nous ce soir, donc qui a lu un extrait donc, de Octopus aux éditions XO, mais d'abord elle nous a envoyé une petite vidéo pour nous expliquer comment elle a choisi l'extrait et qu'est-ce qu'elle en a pensé. Je vous propose donc de l'écouter. Bonjour à vous tous. Donc c'est Marie. Je n'ai pas forcément pu être là ce soir, mais je tenais quand même à faire une petite apparition pour vous expliquer l'extrait qui va suivre. Du coup, cet extrait, c'est donc l'extrait, bien sûr, du roman de Xavier Muller, Octopus. Et c'est un extrait un petit peu particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, c'est pas un extrait de début de livre, comme j'ai l'habitude de le faire, mais on est quand même pas loin du début, on est sur la fin du premier chapitre. J'ai choisi cette partie-là parce qu'elle me semblait très intéressante en termes d'écoute. Et vous allez voir effectivement ce qui va se passer. Je ne vais pas vous dévoiler plus que ça. Du coup, c'est juste pour vous resituer, effectivement, si ça n'a pas déjà été fait avant l'émission, ce début de livre. Alors, je vais re-regarder le nom, effectivement, des îles, parce que elles ne sont pas forcément évidentes à retenir. On est bien donc dans cette histoire, sur les îles de Mayaguana, aux Bahamas, et donc on a Kenan Jost, qui est ingénieur et qui vient, dans une cénote, tester un drone pour des études scientifiques. Et ce drone montre quelques dysfonctionnements, c'est pas forcément simple, il y a plein de machines qui analysent beaucoup de choses de ce qui se passe dans la cénote. Et puis, donc ça marche pas, et puis finalement ça fonctionne, donc ils envoient ce drone à l'intérieur pour voir ce qui se passe, pour voir voilà, de quoi est composé cet endroit. Et puis, en fin de compte, il s'avère qu'il y a une source lumineuse un peu étrange, que les machines analysent qu'il y a une forme d'intelligence présente à l'intérieur de la cénote. Enfin, du coup, il y a effectivement un suspense qui monte. Et donc, l'extrait que vous allez entendre, c'est un extrait qui se passe au moment où les plongeurs qui ont accompagné le drone dans sa plongée remontent à la surface de manière très, très rapide parce que il se passe quelque chose. Voilà. Il se passe quelque chose. J'en dis pas plus. Vous allez deviner, vous allez écouter, mais peut-être deviner la suite. Donc ça, c'est la première particularité, c'est qu'effectivement, c'est un extrait qui se passe à la fin du premier chapitre. Deuxième particularité, une fois n'est pas coutume, c'est un extrait que je vais appeler un extrait tout nu, puisqu'il n'a pas de bruitage dessus. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent pour diverses raisons. Il n'y a pas de bruitage, c'est purement la voix. Le seul la petite différence parfois que vous allez pouvoir entendre, c'est situé sur l'enregistrement. Au moment de l'enregistrement, par rapport à l'histoire, il a fallu que je m'éloigne du micro et que je me rapproche. Donc ça fait son petit effet aussi. Mais effectivement, pour une fois, vous entendrez juste le texte, mais il se suffit à lui-même. Il y a des fois pas forcément effectivement besoin de mettre des choses par-dessus. Moi j'aime bien, vous le savez. Mais là, non, je pense que ça suffira. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous souhaite une très bonne émission que je réécouterai évidemment après. Et puis à bientôt tout le monde. Marie Méran présente un roman de Xavier Muller, Octopus, aux éditions XO. Ignorant ce protocole élémentaire, les deux plongeurs apparurent et remontèrent lentement sur le Zodiac qui les attendait au milieu du lac, ralentis par le poids de leurs bouteilles. Masques retirés, l'air paniqué, ils se tinrent debout, scrutant les flots à la recherche d'une menace invisible. « Où est le drone ?» leur cria Kenan. Au même moment, l'image se rétablit sur les écrans. « Mince, que se passe-t-il? Et ça, c'est quoi ?» Les instruments étaient soudain revenus à la vie. Les moniteurs fonctionnaient par intermittence, et au milieu des clignotants épileptiques, une forme étrange se dessinait sur le sonar. Quelque chose d'énorme, au contour flou, à l'aspect d'un ballon du rugby, qui traînait comme des filaments dans son sillage. L'écho radar
indiquait une vingtaine de mètres de long, l'équivalent d'un bus à 2 étages. Les filaments, ça ressemblait à... Non, ça ne pouvait pas être ça. Merde. Telle une torpille devenue folle, la silhouette fonçait vers la surface, droit vers le zodiaque où se tenaient les plongeurs. Elle l'atteindrait dans quelques secondes. Incompréhensible. Kenan était comme Alice, tombé dans le trou du lapin. Rien n'avait plus de sens, et certainement pas les informations que lui remontait le sonar. Quelque chose en lui prit le pas sur son esprit, pour l'heure, aux abonnés absents. Les plongeurs, vite, il faut absolument qu'ils regagnent l'échelle de corde d'accès au campement. S'approchant du rebord, il mit les mains en porte-voix et hurla. « Revenez! Il y a quelque chose qui... » Comme le siphon d'une baignoire, un tourbillon s'était formé sous le zodiaque. Au départ, simple spirale à la surface, elle se mua bientôt en un creux tournoyant, telle la bouche d'un ogre marin tentant d'aspirer l'embarcation. Les plongeurs descendaient inexorablement, piégés dans le tourbillon fou qui les entraînait vers le fond. Le temps se figea, puis les plongeurs disparurent, comme happés par les flots. Désemparé et tenaillé par une peur viscérale, Kenan vit le lac finir d'avaler le zodiaque. « Il faut aller à leur secours! Mickey! Mickey !» Il pivota sur lui-même. Il faisait face au campement, vide. Son collègue s'était volatilisé. Peut-être m'a-t-il devancé? Peut-être est-il allé chercher du matériel de plongée pour leur venir en aide? Il se trompait. 4 mètres en contrebas, le tourbillon avait cessé, recrachant le zodiaque vide, ainsi que le corps de Mickey, qui se mit à flotter à la surface, immobile. Kenan plongea dans l'eau froide et nagea jusqu'à lui. Il l'agrippa par l'épaule et immédiatement sentit qu'il tirait un poids bien trop léger. En raison de la force que sa main exerçait, le buste bascula, et il vit avec effroi qu'il ne tenait qu'une moitié de corps. Octopus de Xavier Muller aux éditions XO, dont je rappelle un exemplaire est à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de cette émission. Xavier, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre livre en audio comme ça? Ouais, c'est toujours un plaisir. Et puis d'entendre des intonations derrière les mots et une incarnation. Et ça lui donne une autre. Ça met un peu de chair sur ce squelette de papier. Donc c'est bien, c'est agréable. Et toi, Sonia, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette Je partie du livre, je justement, qui est assez intrigante? je revoyais l'extrait, je dis, allez, on va bientôt arriver au corps découpé en 2. Mais bon, ça. Donc, non, mais c'est vrai que ça redonne des frissons rien qu'en écoutant Marie le relire. Et sur ce qu'elle a dit, justement, Sonia, Marie, sur pourquoi elle a choisi cet extrait, sur l'ambiance qu'il y a dans ce livre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, on en a parlé un petit peu en off cette semaine, et c'est vrai qu'elle voulait quelque chose en fait qui montre aussi le côté thriller du livre, mais qui l'angoisse en fait qu'il peut y avoir avec les profondeurs, la profondeur donc de l'eau et tout. Et mais c'est vrai que quand je lui ai envoyé certaines parties du livre, elle dit c'est vrai que là on est plongé dedans. Enfin, plongé, c'est voilà, c'est le fait de le dire, mais c'est vrai que elle a eu du mal à choisir et quand j'ai envoyé les extraits, tout de suite elle a tilté, elle fait, ah c'est celui-là que je veux, c'est celui-là qui met du suspense, qui nous fait plonger dans l'histoire en fait. Donc voilà. Talibanière qui nous dit waouh, cette sacrée scène, pardon, on est pris dedans. Il est très courageux, ce qui est Kenan. Pardon pour l'orthographe, tu es tout excusé, Tali, il n'y a pas de souci. Justement, combien de temps ça vous a pris pour écrire ce livre, Xavier? Ça m'a pris une petite année pour l'écrire, mais ça c'est pas la véritable durée de gestation. En fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai mis du temps à l'écrire, j'ai mis du temps à démarrer véritablement l'écriture du livre parce que je savais pas par quel bout le prendre. Et en fait, pour tout vous dire, à l'origine, je voulais en faire un livre sur l'intelligence humaine. Et je voulais en fait, il y a un vieux bouquin de science-fiction qui date des années 50 qui s'appelle Barrière mentale, que j'avais lu, je sais plus ado ou jeune adulte et qui m'avait
qui m'avait perturbé et qui met en scène, un peu le même genre d'histoire où à cause d'un phénomène céleste de l'espace, espèce de truc, d'objets célestes qui passent au-dessus de la Terre, tous les hommes voient leur intelligence augmenter subitement. Et puis, et ça amène des employés à devenir plus intelligents que leur patron et finalement ça chamboule un petit peu tous les codes et toutes les hiérarchies sociales et donc ça met le bazar et moi ça m'avait assez fasciné ce bouquin-là et que j'ai pas relu depuis d'ailleurs, et un jour je m'étais dit: «Un jour, il faudra que je le réactualise, je le modernise», parce que c'était pas raconté sous forme de thriller, c'était vraiment les bouquins de science-fiction de l'époque, c'était plus finalement des expériences sociales que des thrillers, quoi. Ça faisait pas vraiment frissonner, quoi. C'était plus un terrain d'expérimentation, le romancier qui crée une situation et puis après il regarde ce que ça donne. Donc pour le moderniser, il aurait fallu en faire quelque chose de plus tenu, de plus frissonnant. Et puis donc c'est au début de mon projet, je me suis un peu lancé là-dedans avec cette idée, de moderniser ce concept et puis évidemment de l'étoffer, d'apporter des choses avec toutes les connaissances qu'on sait sur l'intelligence humaine aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai écrit quelques chapitres, quelques morceaux, fragments d'histoire et en fait ça marchait pas. Je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose à dire et que ça manquait sévèrement de spectaculaire. C'est-à-dire, on restait, dans des classes où il y avait, tout d'un coup, la moitié des gamins de la classe qui se révélaient être des hauts potentiels intellectuels. Et puis après, on était avec, l'UNESCO qui prenait conscience du phénomène à l'échelle mondiale. Tout ça, c'était bien joli, mais ça restait intellectuel, un petit peu abstrait. Et puis, alors je sais plus comment j'ai basculé sur les animaux, mais à un moment donné, il était clair que si j'imaginais que le phénomène touchait pas les humains, mais plutôt les animaux, et ben là, j'avais quelque chose, quoi. Et là, je partais sur d'autres thématiques qui étaient notre rapport avec le monde animal et puis notre incapacité ou notre possible capacité à communiquer, à dialoguer avec eux. Donc là, j'étais plus du tout dans les thèmes que je voulais traiter dans l'autre projet qui aurait été plus qu'est-ce que l'intelligence, en quoi l'intelligence détermine un certain nombre de choses dans les rapports humains, dans notre façon de voir les autres, dans notre et cetera. Donc j'étais dans toute autre chose, mais en tout cas, ça marchait. Voilà et je sais plus c'était quoi la question? Je sais plus de quoi je suis parti. C'était ça? De combien de temps vous aviez mis pour l'écrire, Ouais, ce livre? donc j'ai répondu largement à la question, je crois. C'est un peu plus que la réponse. Mais ouais, voilà, donc une fois que j'avais le sujet comme ça, voilà, ce qui explique pourquoi voilà, ce changement de fusil d'épaule, ça explique pourquoi j'ai mis pas mal de temps. Et puis, il faut dire aussi que, heu, écrire ce genre de livre, ça prend du temps, pas tellement sur l'écriture, elle est en tant que telle, j'écris pas spécialement, je suis pas spécialement rapide, mais je suis pas spécialement à écrire, heu de façon générale, je veux dire. Mais ce genre de projet, c'est toujours un peu casse-gueule aussi et du coup, on tâtonne un peu parce que, faut dire ce qu'il y a, on est toujours à la lisière de la série B. C'est-à-dire mes bouquins, c'est toujours un peu le propre de ce genre de bouquin, mais c'est le cas de Jurassic Park, c'est le cas de la planète des singes. Quand vous racontez ça voilà, comme ça, quand vous faites le pitch du truc, la planète des singes, ouais, c'est putain une planète où en fait les singes sont devenus plus intelligents que les hommes. Jurassic Park, c'est on va faire vivre des dinosaures et qui vont devenir méchants. C'est assez stupide comme ça et raconté comme ça et mes bouquins, bah, en fait, donc on est toujours c'est un peu la même chose. Donc on est toujours sur une ligne de crête qui est assez ténue et en fait, c'est des supers histoires, mais si on arrive à les rendre réalistes, si on arrive
à faire baisser le fameux, enfin l'incrédulité du lecteur. Et donc tout l'enjeu des premiers chapitres, c'est de nouer ce pacte avec le lecteur et de l'embarquer dans l'histoire. Et donc en fait, les premiers chapitres, disons le 1er quart du livre est vraiment important pour que le lecteur soit il faut qu'il soit secoué parce qu'on est dans un thriller et puis parce que c'est secouer le lecteur, c'est aussi une façon de le prendre par la main et puis de lui faire vivre des émotions, enfin, voilà, de l'amener à l'idée qu'il va rencontrer des pieuvres géantes et qu'ils vont essayer de communiquer avec les êtres humains. À un moment donné, il faudra qu'il accepte cette idée-là et voilà et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple et dans Erectus, c'était l'idée que, vous et moi, on puisse se transformer en êtres préhistoriques. Raconté comme ça, on se dit: donc tout l'enjeu est de rendre ça crédible. Et puis une fois que ce postulat-là est accepté par le lecteur, là on peut, voilà, on peut laisser, dériver l'histoire et dérouler la bobine, mais on est, on n'est plus dans cette difficulté de faire accepter l'univers au lecteur. Donc c'est à chaque fois, c'est un pari en fait, quoi et qui est génial s'il est réussi, mais c'est un pari, voilà, qui est un peu risqué, qui est un peu stressant pour l'auteur parce que moi, pendant tout le temps d'écriture, finalement, je vis dans une espèce d'inconfort psychologique parce que je me demande si en fait ça va tenir la route et tant que je suis pas arrivé à la fin et que le projet est pas bouclé, j'ai toujours cette incertitude et même ensuite, même à ce moment-là, en fait, il faut que ça passe, que le bouquin, que la première version, passe entre des mains un petit peu bienveillantes qui sont celles de ma chérie et puis, de quelques personnes, dans ma famille et évidemment de près de mon éditeur chez qui il y a plusieurs personnes qui lisent le manuscrit et à ce moment-là, voilà, ces gens-là peuvent me dire: «OK, pari réussi» ou non, mais en l'occurrence là, c'était bon. Voilà, donc tout ça fait que ça prend du temps en fait d'écrire un livre. Et justement, une question intéressante de Dominique, est-ce que ce sera un one shot ou est-ce que je recommence, ou est-ce que vous envisagez une suite? Non, ça sera un one shot, c'est un one shot. Il y aura pas de suite parce que sur Actus, j'ai fait des suites et je me suis rendu compte que c'était très difficile, que ce que j'aime dans un livre, c'est l'idée principale, c'est que c'est de partir d'une idée forte et puis, essayer de l'essorer, en retirer tout le jus. Mais, si on est vraiment, honnête avec le lecteur et si on est ambitieux, si on veut faire un numéro 2, il faut avoir une idée aussi forte. Sinon, on se contente de retondre la même pelouse et ça fait des livres peut-être qui se vendent parce que vous avez des lecteurs qui sont attachés à l'univers, mais ça fait pas des livres, passionnants et ambitieux. Donc, les suites d'Erectus ont pas forcément été, faciles à écrire justement parce que généralement, en fait, la bonne idée de départ, elle est exploitée dès le premier bouquin, quoi. C'est difficile d'avoir une idée, voilà, pour ce genre de livres qui sont basés beaucoup sur l'idée, en fait, sur le concept et en fait, c'est, donc voilà, donc en fait, c'est plus facile, en fait, de défricher à chaque fois un nouveau territoire et de partir sur une autre idée. Donc là, je suis en train d'écrire le roman suivant et je suis sur, totalement autre chose. D'accord, donc on ne retrouvera pas forcément les mêmes personnages dans d'autres histoires, dans une autre Non, nouvelle aventure. non. Par contre, évidemment, il y a un fantasme qui serait de les réunir tous à un moment donné. Ça, c'est un peu à la Marvel Universe et compagnie. C'est les écrivains, ils fantasment aussi, sur le même genre de choses que les scénaristes de Marvel, hein. Je me plais à penser qu'en fait, tous mes romans même s'il y a des éléments fantastiques et il y a des hommes préhistoriques qui reviennent et puis là, il y a des pieuvres. En fait, je me plais à penser qu'ils sont tous sur la même,
sur la même Terre, dans le même espace-temps. Et en fait, ils interfèrent pas, pour l'instant, ils interfèrent pas les uns avec les autres. C'est-à-dire, l'un peut exister sans être au détriment des autres. Et c'est pareil pour le prochain livre. Donc peut-être qu'un jour, je ferai, je sais pas, je réunirai les personnages, je les ferai s'entrecroiser. C'est un truc qui m'a déjà trotté. C'est peut-être impossible, en fait, à faire. Il y a vachement d'idées qui sont bonnes sur le papier, enfin, qui titillent un petit peu l'auteur, et puis après, qui sont juste pas bonnes parce que ça fait pas des bons romans, hein. Oh, je vois bien un homme préhistorique en train de pêcher une pieuvre géante, hein. Après, on est pieuvres après. Ah ouais, ouais, ouais. Les pieuvres qui débarquent dans les villages préhistoriques et puis tu vois, et qui, Bon, en elles tout cas, sont on espère un jour pouvoir le lire et on rappelle qu'on peut vous retrouver justement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre votre actualité, vos dates de dédicace si vous en faites. En tout cas, merci beaucoup. On passe un agréable moment. Je remercie à toutes les personnes qui sont là. On rappelle que vous êtes avec nous pour ce livre Octopus aux éditions XO, dont encore une fois, merci à XO d'avoir accepté d'offrir un exemplaire broché ce soir par tirage au sort. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer le jingle pour la question de l'invité. Donc vous le savez Xavier, il y a un concept dans cette émission où vous allez devoir répondre à une question, mais pas une question de n'importe qui. Nous avons reçu ce mercredi dernier, Alexandre Murat, qui est donc le beau-frère le descendant direct du maréchal Murat, beau-frère de Napoléon, qui vous a posé une question. Donc je vous propose de l'écouter et ensuite on écoutera votre réponse. Alors Xavier, je ne te connais pas et je découvre tes livres et les thématiques de tes livres que je trouve absolument fascinantes. Donc dans Erectus, si j'ai bien compris, une forme de dégénérescence de l'espèce humaine, et dans Octopus, toujours si j'ai bien compris, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire une surintelligence des espèces animales. Moi, il y a un sujet que j'ai abordé dans Aranea, le 9e livre, un sujet qui m'a fasciné, qui est le sujet du transhumanisme. Donc le transhumanisme, c'est, pour faire simple, l'homme augmenté, ou comment la technologie vient augmenter les capacités humaines, ou alors ce qu'on a appelé la mort de la mort, donc autrement dit, vivre le plus longtemps possible, etc. Bref, changer son corps et son ADN pour modifier l'humanité et ses capacités. Et j'aimerais savoir, parce que je suis persuadé que tu t'y connais beaucoup sur ce sujet et que tu t'y intéressais, je voudrais savoir ce que tu penses du transhumanisme, ce que tu penses également de son implantation actuelle, parce que c'est pas de la fiction, ça existe déjà beaucoup. Quel est ton regard là-dessus, à la fois scientifique et éthique? Voilà. Voilà. Question très pointue de notre invité Alexandre Murat qui est venu nous présenter donc Aranea aux éditions Fleuve Noir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, Xavier? Alors, il a un peu tapé dans le mille, hein, parce que il connaissait pas les bouquins, mais c'est le sujet en fait d'Erectus du tome 2. Parce que là, je déflore un petit peu ce qui se passe dans le tome 2, mais allons-y. Dans le tome 2, il y a des scientifiques un petit peu fous pour le coup, qui s'emparent du virus, de ce virus qui fait régresser les espèces, et qui le modifient en fait pour le réinjecter chez l'être humain de façon à améliorer l'être humain. Donc on est vraiment chez des transhumanistes. Et en fait, parce que ce virus, il réveille donc des gènes, il réveille des capacités qu'on a en nous et qui sont éteintes. Et en fait, je pars du principe que nos lointains aïeuls, il y a plusieurs millions d'années, avaient certaines capacités qu'on a perdues, comme un bon odorat, comme une musculature, etc. On peut imaginer que lorsqu'on se rapprochait des chimpanzés, on avait une silhouette, on avait un métabolisme différent, et peut-être des choses qui pourraient nous intéresser aujourd'hui, en fait. Et donc, ces transhumanistes, ces complotistes cherchent à faire ressurgir ces qualités-là, mais chez l'être humain actuel.
Donc c'est marrant sa question, enfin moi entre en résonance avec ce tome 2. Alors sa question c'est: «Qu'est-ce que j'en pense moi?» C'est une question vaste. Je pense que moi, d'un point de vue très science-fiction, moi j'adorerais avoir pallié à mes insuffisances avec la technologie. J'ai une mémoire de poisson rouge et si jamais demain on m'offrait une puce mémoire, hop là, que je glisse là, près de la tempe, dans un petit compartiment et qui me donne une mémoire infaillible, je crois que j'y réfléchirais à 2 fois si, avant de dire non. Heu, j'ai lu tellement de livres dans ma vie, si je me souvenais de tous les livres, de tout ce que j'ai lu, je pense que je serais, j'aurais, enfin, j'aurais vachement de plus de connaissances et vachement plus de choses à dire que je peux en dire comme ça sur un sujet, interrogé au débeauté. Donc voilà. Alors après, sur est-ce qu'il faut mettre des aiguilles dans la tête des gens pour stimuler, tel et tel, il y a une partie de ces recherches qui sont faites pour les handicapés, quoi. Hem Et puis c'est les recherches d'Elon Musk, par exemple, pour sa la société là qui mène hélas des travaux sur les primates. Donc ça par contre, ça c'est quelque chose dont j'ai horreur, qui me tient en horreur, que je tiens en horreur. Mais bon, la finalité est positive, c'est donc il met des aiguilles dans la tête de gens, enfin dans la tête de primates pour l'instant, dans l'espoir de redonner la marche à des handicapés quoi, à des paraplégiques, des tétraplégiques. Donc ça, c'est une forme on peut appeler ça du transhumanisme. Disons qu'on a la lisière quoi, du transhumanisme et puis du soin, tout simplement. Après, comme on le voit dans mes livres, moi je suis un amoureux de la nature, donc même si j'écris des thrillers où je mêle la science, un petit peu la technologie, mais pas beaucoup. Mais il y a tellement de belles choses dans la nature que je vois pas l'intérêt de la trafiquer, en fait, de la trafiquer. Voilà, une réponse simple sur, un vaste débat. Merci beaucoup et on remercie encore une fois Alexandre Murat pour cette question passionnante qui a donné effectivement une réponse passionnante. Donc maintenant, c'est à votre tour. On rappelle que ce vendredi, nous recevrons donc le couple Laure Garcia et Marc Lamola qui viendront présenter ce livre, Extrême Auction, aux éditions Sud-Arène. On prépare l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quelle est la question que vous avez envie de poser à ces deux auteurs? Alors moi, j'ai une question sur leur métier d'écrivain. Sur vraiment le côté technique de la chose. J'ai donné une interview il n'y a pas longtemps à 01net, au magazine en fait, qui est associé au site web et donc à des gens qui sont plutôt orientés, intéressés par l'informatique. J'étais étonné qu'ils m'interviewent et en fait, il s'avère qu'ils ont une page culture. Mais évidemment, eux, ils m'ont interrogé sur les outils d'écrivain et vous voyez où je veux en venir sur, l'usage de l'intelligence artificielle dans le métier d'écrivain. L'intelligence artificielle, ça existe, enfin grand public et depuis pas longtemps, mais en fait, en l'espace de quoi 2 ans, 2-3 ans, ça a déjà pris de l'importance dans notre boulot. Alors, la première fois où on a vu l'irruption de l'intelligence artificielle dans l'écriture, ça a inquiété un petit peu tout le monde. Soit ça a fait rigoler, soit ça a inquiété, parce qu'on a vu un déluge de bouquins écrits par des IA, déferler sur Amazon et Amazon a été obligé d'interdire, de dire: «Allez, pas plus de 3 livres, je crois, par jour, par personne», quelque chose comme ça. Et donc évidemment la question c'était: «Est-ce que les écrivains vont être un jour remplacés par des intelligences artificielles?»
Bon, ça, je m'inquiète pas trop. Pourquoi pas, hein, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, on en est loin quand même. Mais, la question que je voudrais leur poser et donc, pas celle-là. Est-ce qu'ils ont peur d'être remplacés un jour? Donc ce n'est pas celle-là, mais plutôt comment utilisez-vous, et si d'abord, utilisez-vous l'intelligence artificielle dans votre, activité, d'écriture? Et si oui, comment exactement? Moi, je me suis mis récemment à l'utiliser, et c'est, l'intelligence artificielle, c'est un super assistant, c'est un assistant de documentation et qui va nous simplifier, la vie, au lieu de passer des heures à chercher parfois des infos sur Google, bah, on les a d'un clic comme ça sur ChatGPT ou autre. Et puis aussi, c'est un interlocuteur, avec lequel on va pouvoir, dialoguer pour creuser les histoires. Donc là, c'est plus sur un plan créatif, peut-être, et puis le faire rebondir sur telle ou telle idée. Donc voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que vous l'utilisez dans ce cadre-là? Est-ce qu'il vous simplifie la vie? Ou est-ce que c'est une technique un outil technique que vous renoncez à écrire parce que vous êtes des puristes? Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette question, encore une fois, très pointue. Au fur et à mesure des émissions, on voit que les auteurs posent des questions très pointues à nos invités, et je vous en remercie parce que là, vous ne faites pas exception à la règle, en tout cas. Merci beaucoup, Xavier. Donc, on rappelle qu'on leur... Donc, ce vendredi, eh ben, Laure Garcia et Marc Lamola pour leur livre Extrême Onction. Voilà, merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, moi, je vous écouterai comme ça toute la nuit. Voilà. Eh bien, écoute, bah, merci à toi. Ce que je vous propose, c'est de recevoir donc Séraphine qui est avec nous. Rebonsoir, Séraphine. Re. Voilà, donc on rappelle hein, pour ceux qui nous rejoignent que toi tu es en coulisses, hein, tu écoutes beaucoup l'auteur pendant l'émission, hein, tu prends des notes, voilà. Et là ce soir il nous a parlé donc de ce livre Octopus aux éditions XO. Ce que je te propose, bah, c'est on lance le jingle et nous t'écoutons. Rebonsoir. Déjà, j'ai une toute petite question en rapport d'abord, avec le livre. C'est cette pieuvre géante et ce petit bonhomme que je vois sur la couverture. Ça me fait beaucoup penser à 20 milieux sous les mers, forcément. Est-ce que Jules Verne, et la pieuvre de Nemo, ont quelque chose à voir dans l'inspiration? Ouais, fatalement un petit peu parce qu'on a tous baigné, pas seulement moi, mais on baigne tous dans cet imaginaire-là depuis qu'on est petit. On n'a pas d'ailleurs tous lu les livres, on a plus vu des Mmh. films ou voilà, Un milieu sous les mers ou Voyage au centre de la terre, et cetera. Et d'ailleurs, j'ai relu Voyage au centre de la terre il y a pas longtemps et en fait, j'ai été stupéfait et de voir à quel point c'était scientifique et à quel point c'était rythmé. J'avais une image un peu poussiéreuse de Jules Verne, même si j'admire j'admire l'auteur, mais désuète de l'écriture et évidemment, c'est une écriture un petit peu vieillotte, mais qui est hyper rythmée et très scientifique. Très scientifique. Par moments, on se prend des murs de description là, c'est des pierres, des minéraux. Oui. Heu Bref, c'est un petit encouragement à lire Jules Verne parce qu'on en fait, c'est vachement moderne d'un Mmh. certain côté, quoi. Pas au point de vue de l'écriture pure, mais au point de vue de la façon dont il raconte l'histoire, c'est assez incroyable et ça se relit toujours avec plaisir, quoi. C'est vraiment bon bref. Oui. La forme a un peu vieilli, mais pas le fond. Pas Ouais, trop le fond, je trouve. ouais, 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 ouais et c'est, Et ouais, allez-y.
Non, non, du coup, du coup, enfin, on est effectivement sur la technologie, sur le côté scientifique. Vous êtes un scientifique avec beaucoup d'imagination, mais je trouve aussi que quand vous expliquez ou même, vous utilisez pas mal la psychologie aussi. Vous parlez de fantasmes, d'obsessions, vous avez des termes assez psychologiques aussi. Donc j'aimerais savoir quelle part elle a dans votre écriture. Qu'est-ce que vous cherchez à générer chez le lecteur et pourquoi? Ah, Psychologiquement. c'est intéressant comme question. Hem, i i mmh, quand 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 on se confronte au grand mystère du monde et là, du monde animal, on se cogne rapidement sur qu'est-ce qu'est-ce qu'un être et hem et qu'est-ce qu'un comment se définit un être vivant, quoi? Et Mmh. qu'est-ce qui l'anime surtout? Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont les grandes forces qui l'animent? Donc par exemple, je sais pas, dans Erectus, il y avait, tous les histoires qui mettent en scène des hommes préhistoriques, la rencontre entre des hommes préhistoriques ou des singes et puis l'être humain comme la planète des singes. C'est c'est des questions qui posent la limite, de la frontière entre l'espèce humaine et puis le reste des animaux, quoi. Donc qui posent la question de la voilà, du propre de l'homme, quoi. Et Mmh. et le propre de l'homme, un petit peu, même si la frontière a tendance à se flouter un peu au fil des recherches sur le monde animal, bah, c'est un petit peu de, mmh, de de de, mmh, de savoir un petit peu plus ce qu'il y a dans sa caboche et d'être un petit peu en mesure de contrôler ce qui se passe sous son crâne, quoi. Voilà. Donc c'est pas totalement vrai, évidemment, ça dépend de chacun. Hein, tout le monde peut pas dire tout ça, mais c'est vraiment à grosso merdo, c'est un petit peu ça. Enfin, quand on compare par rapport à des animaux qui sont un peu plus influencés par leurs instincts, quoi. On va résumer ça. Mmh. C'est vraiment à la truelle, quoi, ce que je dis dans Donc ce c'est livre. ça que vous cherchez, du coup, à manipuler un petit peu Donc voilà, leurs donc dans ces émotions? romans, ouais, donc dans ces romans, il y a évidemment des personnages qui sont, un petit peu en proie à des démons intérieurs, on va dire, quoi, et Mmh. qui, par opposition, par contraste, qui s'interrogent peut-être un peu davantage qu'aux autres, acteurs du roman, qui sont Mmh. soit des hommes préhistoriques ou soit des animaux. Ou au contraire, c'est plus ça le propos du livre, c'est de montrer que finalement ces interrogations-là et cette agitation intérieure, bah, peut toucher les autres acteurs du roman. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et de montrer que finalement ce propre de l'homme n'existe pas, quoi. Voilà. D'accord. Du coup, je voudrais rebondir. Quelle est la frontière? Qu'est-ce qui, du coup, différencie le sous-homme, on va dire, d'Erectus et le suranimal d'Octopus? Où est la frontière? Où est la différence entre cet homme qui perd en modernité et en capacité et cet animal qui, à l'inverse, gagne, ce transfert, on va dire, de capacité? Où est la frontière, du coup, entre les deux résultats? Je crois pas qu'il y ait de frontières. Mmh. Je je crois que peut-être il y a un continuum de qualité de conscience, de Mmh. profondeur de conscience, hem, entre, entre un dauphin et puis un homme préhistorique. Heu, peut-être que mais s'il y a une différence, c'est juste un curseur qui ou des curseurs. Voilà, si on représente l'esprit avec plein de petits curseurs qui sont, je sais pas, les émotions ou notre capacité à raisonner de telle ou telle manière. Bref, si on imagine que l'esprit est un gros centre de contrôle avec un tas de panneaux de Mmh. commande devant, et Comme puis il y dans a que Vice Versa. et ouais, voilà, ouais, et donc l'esprit d'un dauphin, l'esprit d'un homme préhistorique, à mon avis, le logiciel, il est pas tellement différent. Il est pas tellement différent. Évidemment, il y a des D'accord. grandes différences c'est ce qu'on un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la fin, la façon dont ce monde intérieur, dont ce psychisme s'exprime
et puis Mhm. interagit avec son monde extérieur parce qu'ils ne vivent pas dans le même milieu, parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Il y en a un qui a 2 bras, 2 jambes et l'autre qui a des nageoires, parce qu'ils interagissent pas avec les mêmes sens. Pas les mêmes attentes aussi, peut-être, tout simplement. Voilà, et du coup, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils ont pas le Mhm. mais 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 quand même, quand vous connaissez les animaux, vous voyez que, hem, les grandes émotions sont là, quoi. Mhm. Les grandes émotions qu'on qualifie d'humaines sont là. Vous voyez Oui, qu'il se passe plein de choses, quoi, et donc ils ont pas de langage élaboré, enfin, pour ce qu'on en sait. Mhm. Ils ont pas de langage aussi sophistiqué que le nôtre. Bon, il y a aucun dauphin qui a envoyé des hommes sur la Lune, ça on le sait. Mais nous, c'est hyper récent, tu vois? Qu'on envoie des hommes sur la Lune. Des hommes sur la Lune, ça fait fin 69, ça fait, Mhm. Mhm. 30, ça fait 50 ans. Ouais. Heu, mais si on dézoome, ça fait ça fait quoi? Ça fait, 200 ans qu'on a des moteurs thermiques, ça fait, 5 000 ans qu'on a la roue, 8 000 ans qu'on a la roue, et ça fait, je sais pas, 800 000 ans qu'on porte des vêtements, quoi. Donc à l'échelle de l'évolution de la planète, c'est pas grand-chose, et il y a 800 000 Mhm. ans, alors qu'on se promenait les fesses à l'air, on avait déjà un langage, a priori. Oui. Et on est déjà capable de raisonner. Enfin, on avait un langage. Homo erectus, on sait qu'il avait enfin, on ne sait pas. Il y a aucune certitude, mais a priori, on se dit qu'il chassait en Mhm. groupe et tout, et il maniait des outils, il transmettait un savoir, donc a priori, on se dit qu'il transmettait, a priori qu'il avait la parole. Donc des outils, il y a des animaux qui manipulent des outils. Du coup, on peut très bien D'une façon imaginer que d'une façon plus instinctive peut-être? Donc c'est ça qui différencie et qui différenciera toujours, c'est Même pas le forcément, parce qu'il y a des transmissions de savoir dans le monde mmh. animal. Les le bébé dauphin, il reste quoi? Je sais pas, plusieurs années au contact de sa mère, et il Mmh. apprend quelle espèce il faut chasser. Le chimpanzé, il se soigne par les plantes, par exemple, donc ça, il faut qu'il apprenne au contact de sa mère quelle plante il faut manger, dans quelle situation, lorsqu'il a mal au ventre, lorsqu'il a des vers intestinaux, et cetera. Il faut qu'il mange tel ou tel type de plante. Donc tout ça, c'est de la connaissance. Tout ça, ça s'acquiert, c'est de l'apprentissage. Donc il y a une part d'instinct, en eux, certainement plus développée que chez nous, mais il y a une part d'acquis aussi. Une part Mmh. d'acquis. Encore une fois, la frontière, elle est floue, quoi. Mmh. Oui, certainement. J'aurais une dernière question toute simple. Votre, le 1er roman adulte en tout cas, c'était, Dans la peau d'un autre. Du coup, j'aimerais savoir si vous deviez vous réveiller un matin, dans la peau d'un autre, qui aimeriez-vous ou quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le miroir? Eh ben, on m'a jamais posé la question. C'est la première fois, hein. Et bravo, et bon, évidemment, il y a plein de professions que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être architecte, parce que j'aime la beauté de l'aménagement des espaces. J'aurais aimé être, pilote. Je voulais être pilote quand j'étais adolescent, et je voulais être pilote de ligne, et puis j'ai eu des problèmes aux yeux qui m'ont empêché de faire ça, mais pareil, le fantasme de voler, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'aurais aimé être médecin. C'est le sujet du prochain roman. Voilà, donc je réalise ce fantasme dans le prochain roman. Heu donc il y a plein de choses que j'aurais aimé faire, mais si vous me demandez à en choisir un en particulier, hem, je crois que j'aurais aimé être chercheur théoricien, physicien théoricien. C'est quelque chose que je mets assez haut dans ma hiérarchie des professions. Donc c'est quelque chose auquel j'ai goûté un petit peu, mais j'avais pas Oui. les capacités, j'avais pas le cerveau, hem, hyper spécialisé dans ce domaine-là, et qui me permettait
voilà, de répondre aux questions que je me pose. Je me pose plein de questions, mais ça se résume à des questions, quoi. J'ai pas les outils, j'ai pas les moyens cognitifs d'apporter les réponses. Donc je jalouse un peu les grands esprits qui ont pu apporter les réponses aux questions que je me pose. Voilà, j'aurais aimé être quelqu'un comme ça. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de dévoiler un petit peu plus de vous. Merci beaucoup de vous être confié et d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci. Merci Séraphine pour cette chronique et merci Xavier d'avoir répondu aussi honnêtement à notre chère amie Merci. Séraphine. Voilà, on va faire intervenir Sonia. Rebonsoir Sonia. Sonia, qu'est-ce que Rebonsoir. tu peux nous dire sur, puisqu'on arrive bientôt pratiquement à la fin de ce live, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette émission? Bah, c'était super intéressant. En fait, on apprend plein de choses. Ça fait peser un peu à un prof de sciences qu'aurait été intéressant que j'ai au collège pour m'intéresser un peu plus aux sciences. Voilà. La semaine dernière, on a reçu, enfin non, c'était mercredi, donc Alexandre, que j'aurais bien aimé avoir en prof d'histoire. En fait, j'aurais été super, je suis super douée au collège, en fait, si j'avais eu que des profs comme ça. Voilà. Bah, merci à toi. Séraphine, qu'est-ce que tu veux rajouter? Euh, Rien de spécial, j'ai bien aimé effectivement cette façon, cette ouverture, parce que j'ai fait des recherches et tout, voilà, vous êtes quelqu'un de très discret, et le fait que, voilà, que tout soit aussi naturel, aussi fluide, que vous parliez de vous et de votre univers aussi facilement, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, bah, Merci à vous. merci à tous les deux. Xavier, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure, avant de dévoiler le nom du gagnant, puisque le tirage au sort a été effectué pendant la chronique de Séraphine? Non, juste que c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir de prendre du temps avec des gens pour dialoguer. Et souvent, quand on répond à des questions de journalistes, c'est expédié, c'est à la mitraillette. Et là, on prend le temps. Et voilà, et les questions sont bonnes au début. Et puis le fait de creuser, bah, ça enrichit la discussion. C'est bien. Et ben, en tout cas, bah, merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler donc de ce livre Octopus aux éditions XO. Encore une fois, merci à XO et à vous, hein, bien évidemment aussi Xavier, d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté d'offrir un exemplaire. Et d'ailleurs, le nom du gagnant s'affiche en bas donc de cet écran. Donc félicitations à Tali Bannière qui remporte un exemplaire donc de Octopus. Donc Tali, je vous invite à prendre contact donc avec Sonia Robinard ici présente pour organiser donc l'envoi de ce livre. Voilà, donc on rappelle Sonia que toi on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux qui sont ici présents, Facebook ou Instagram. Pour les gens qui nous regardent, vers quel secteur c'est mieux de... Enfin, quel secteur? Quel réseau c'est mieux de te contacter? Ah bah les deux. Je suis disponible sur les deux. Et après, donc comme je dis à chaque fois, je suis également sur TikTok où je mets la petite musique qui va avec la chronique. Donc là, j'ai plein de petites idées pour Octopus, pour mettre en fond sonore pour les gens qui vont lire ma chronique. Les Et dents de puis la je mer? fais également. Voilà. Non, je sais pas, il y a des bruits de profondeur comme ça, où il y a des petits moments de sonar, les petites choses comme ça. J'ai des petites idées. Voilà. Eh ben, en tout cas, bah, merci à toi. Et il y a Tali qui nous dit Sonia, accroche-toi, j'arrive. Et merci Xavier, merci entre l'encre et les mots. Donc vraiment, merci à vous. Donc encore une fois, merci à vous Xavier d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler donc de votre univers, de votre livre. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Merci à vous les trois chroniqueuses hein, qu'on apprécie. Hein, donc Sonia à la chronique, Séraphine la psychochroniqueuse et Marie la comédienne. Et on se retrouve donc ce vendredi avec Laure Garcia et Marc Lamola pour leur livre Extrême Auction aux éditions Sud-Arène. Merci à tous, lisez des livres, passez un bon moment et on se dit donc à très bientôt. Ciao ciao. À bientôt.